Le président Trump continue de dire à tout le monde qu'il travaille sur un accord pour mettre fin à cette guerre. Il prépare un accord qui garantirait qu'il n'y ait pas d'armes nucléaires en Iran, qu'il n'ait pas le contrôle du détroit d'Ormuz et que tout ira pour le mieux, à condition qu'ils acceptent cela. Sinon, de mauvaises choses arriveront. Le problème, c'est que quand on commence à examiner toutes les parties de cette équation, on se rend compte qu'il y a beaucoup de confusion et beaucoup d'informations contradictoires. On va essayer d'éclaircir tout ça aujourd'hui. On va aussi parler du risque de guerre nucléaire en Europe, un sujet qu'on semble avoir complètement écarté, comme si ce n'était plus une possibilité réelle. Mais on va peut-être voir que c'est un peu plus sérieux qu'on ne le pense. Et on n'aurait vraiment personne de mieux pour en parler aujourd'hui que quelqu'un qui a justement écrit sur le sujet tout récemment. Il s'agit d'Alistair Crooke, ancien diplomate britannique et officier du MI6, avec des décennies d'expérience au Moyen-Orient et dans les affaires de sécurité européenne. Il a aussi été conseiller principal auprès de l'Union européenne. Et comme vous allez le voir, il est également le fondateur de Conflicts Forum, qui est sur Substack. Alistair, ravi de te retrouver dans l'émission. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Merci d'être là. Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'un article intéressant vient de paraître dans The Atlantic, signé Robert Kagan, qui, jusqu'à récemment, était connu comme un fervent partisan de la guerre. Mais maintenant, tout d'un coup, il est devenu, oserais-je le dire, un réaliste, quelqu'un qui regarde enfin la réalité en face. Et il écrit dans The Atlantic, je crois que c'est sorti hier, que Trump cherche à obtenir une lettre d'intention. Avant ça, c'était un protocole d'accord. On a l'impression que les formules changent sans arrêt, mais le fond reste le même. Quoi qu'il en soit, il explique que cela mettrait officiellement fin à la guerre et lancerait une période de 30 jours de négociations sur le programme nucléaire iranien et la réouverture du détroit d'Ormuz. Le but et la conséquence d'un tel accord sont clairs. Les États-Unis se retirent de la crise. Trump pourrait lancer une autre frappe limitée, juste pour paraître ferme et satisfaire les attentes de ses partisans. On y reviendra dans un instant. Mais ce serait un geste purement symbolique, et le mot « jeu », dans ce cas, est un euphémisme pour reddition. Alors, regardons ces 3 points un par un. Il dit en gros, nous voulons mettre fin officiellement à la guerre et ouvrir une période de négociation de 30 jours. Mais enfin, vous êtes diplomate britannique. Moi je me dis, attendez, si vous entrez en négociation, ce n'est pas la fin d'une guerre. C'est pas un accord, ni une garantie de quoi que ce soit. C'est juste un cessez-le-feu pour pouvoir discuter. Vous, comment vous interprétez cette partie-là? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le document qu'on a vu ne traite aucun des grands problèmes. Il se contente de proposer, il y a beaucoup de questions à son sujet. Il dit que le détroit d'Ormuz serait rouvert sous supervision conjointe. Supervision conjointe avec qui, exactement? Et que veut dire rouvrir dans ce contexte? Franchement, c'est un document assez fade. Je pense qu'il y a quelque chose d'important ici que je veux vraiment faire passer parce que, vous savez, on voit toujours ces histoires surgir soudainement, que ce soit d'Axios ou d'Al Arabiya, disant que l'accord ou le document est sur le point d'être conclu. Et puis un peu plus tard, on nous dit que ce n'est pas du tout le cas. Je veux juste dire quelque chose parce que j'ai un peu d'expérience dans ce domaine et j'ai aussi vécu au Pakistan. Mais enfin, c'est comme ça que ça se passe. En réalité, il n'y a pas de négociation en face à face. Les gens ne se parlent pas directement parce que les Iraniens ne font pas confiance à ce mode de discussion par intermédiaire. Ils veulent que tout soit écrit et franchement, c'est assez sage. Donc tout doit passer par écrit.
Ensuite, que ce soit Munir ou un autre responsable pakistanais, ils transmettent le message aux Iraniens. Les Iraniens rédigent une réponse avec soin, en pesant chaque mot, puis la remettent aux Pakistanais pour qu'ils la fassent suivre aux Américains. C'est pas vraiment une discussion, en fait. Et donc, parfois, dans leur enthousiasme à jouer les médiateurs, certains ont tendance à enjoliver les choses ou à vouloir les promouvoir. Il faut se rappeler que l'armée pakistanaise, comme la structure du pouvoir au Pakistan, n'a absolument aucune base politique dans le pays. C'est un militaire qui a agi, disons, de manière irrégulière. Le dirigeant populaire du Pakistan, Imran Khan, a été emprisonné et renversé à la demande des États-Unis parce qu'il avait adopté une position neutre sur la guerre en Ukraine. Et donc la personne actuellement en place ne dispose d'aucun autre soutien que celui des États-Unis. Il cherche donc naturellement à leur plaire. Donc, probablement des brouillons sont rédigés et présentés comme s'ils venaient des États-Unis, ou comme ce qu'ils pensent que les gens aimeraient entendre venant des États-Unis. Ou peut-être qu'ils viennent effectivement des États-Unis, avec une sorte de contribution verbale de leur part. Mais en réalité, c'est juste une boîte aux lettres. Un document part dans un sens, un autre revient dans l'autre sens. Et tout ça à cause de l'expérience d'avoir été trompé. Les Iraniens ont une longue expérience de ce genre de tromperie. On leur dit oui, on a déjà eu ça, ou oui, les sanctions peuvent être levées pendant les négociations, ou encore, oui, il peut y avoir un cessez-le-feu et ceci peut se produire. Et au final, on se rend compte qu'il n'y a en fait aucune véritable concession de la part des États-Unis. Je dirais qu'à l'heure actuelle, on en est toujours au même point mort. Les Iraniens maintiennent leurs 5 points, leurs 5 conditions préalables pour entrer en négociation. Et du côté américain, la position de Trump reste inchangée. Il veut récupérer l'uranium enrichi. Il veut aussi que le détroit d'Ormuz soit ouvert sans péage. Donc on est dans une impasse pour le moment. Et en réalité, la plupart des négociations qu'on voit aujourd'hui tournent surtout autour de la manipulation des marchés, de la manipulation du prix du pétrole et du marché à terme. L'objectif, c'est de faire baisser les prix pour que les Américains ne s'inquiètent pas du prix de l'essence. Tout tourne autour des marchés, du maintien de la bourse à un bon niveau. En somme, c'est davantage une question de manipulation des marchés que de véritable substance à ce stade. Et vous savez, juste pour revenir là-dessus, c'est tombé hier soir, une info de dernière minute. C'était hier soir au Moyen-Orient, 14h45 à Washington. Une source iranienne très proche des négociations affirme que les rumeurs sur un projet final d'accord avec les États-Unis sont fausses. Quelle surprise, n'est-ce pas? En réalité, les discussions sont dans une impasse totale. C'était plus tôt dans la journée. Sur X, tout le monde s'excitait, disant que les deux camps étaient presque d'accord, qu'un accord allait sortir. Et puis, du côté iranien, évidemment, on a répondu « Mais de quoi parlez-vous? Il n'y a même pas de négociation en cours. Comment pourrait-on être sur le point de conclure quoi que ce soit ?» Bon, alors aujourd'hui, revenons un instant là-dessus. Cet article, rapidement, parce que je pense qu'il est important. D'après Robert Kagan, les États-Unis essaieraient en gros de se retirer, d'appliquer cette fameuse théorie du retrait dont on a déjà parlé. Mais il dit aussi que Trump pourrait lancer une autre frappe limitée, juste pour paraître ferme avant de partir. Alors, première question. Si ça arrivait, est-ce qu'il y a une petite chance que les États-Unis frappent l'Iran juste pour couvrir leurs traces en se retirant et que l'Iran réagisse en disant « bon, pas de souci, allez-y, partez ». Et si ce n'est pas le cas, à ton avis, comment réagirait l'Iran s'il essayait vraiment de faire ça?
Très très clairement, ils ne sont pas prêts à accepter, si vous voulez, une sorte de « on bombarde un peu ici, vous bombardez un peu là, et on s'arrête là ». Ça, c'est déjà arrivé par le passé. Mais cette fois, ils ont été très clairs. S'il y a une attaque, dès qu'elle commence, il y aura une riposte massive de l'Iran contre les infrastructures, contre les bases, pas seulement dans la région du Golfe, contre les bases américaines là-bas, mais au-delà. Les Iraniens ont dit très clairement, cette fois, nous étendrons la riposte au-delà du Golfe vers d'autres endroits. Ils n'ont pas précisé quels endroits, mais ils ont dit que ce serait une guerre beaucoup plus large, avec des armes différentes, et que ce serait une guerre très intense. En ce moment, l'Iran s'attend clairement à une escalade et pense que tout cela, probablement ces discussions, a soudainement pris une tournure plus grave. Vous savez qu'il y a des négociations en cours, un peu sorties de nulle part. Tout ça semble fait pour les déstabiliser, en préparation d'une attaque massive américaine contre l'Iran et ses infrastructures. Donc ils sont prêts et ils s'attendent à tout moment à ce qu'une guerre éclate. Est-ce qu'elle aura vraiment lieu ou pas? Personne ne peut le dire. Parce que tout ça dépend, au fond, de ce que Trump a en tête. Bon, alors regardons un peu, puisqu'on parle de Trump et de son entourage proche. Je vais vous montrer quelque chose de Marco Rubio, une vidéo qui vient tout juste de sortir ce matin. Si on essaye d'avoir une sorte de négociation, l'Iran a clairement déclaré, je crois en travaillant avec Oman, qu'ils ont déjà un système en place, un péage, ou peu importe comment on veut l'appeler aujourd'hui, et que l'uranium enrichi n'est même pas sur la table. En fait, tout le programme nucléaire n'est pas sur la table tant que la guerre n'est pas réglée. Et ensuite, ils en parleront. C'est ce qu'ils disent. Voici maintenant ce que Marco Rubio dit être la position de l'Amérique. Ces discussions sont toujours en cours et il y a eu quelques petits progrès. Je ne veux pas exagérer, mais il y a eu un léger mouvement et c'est une bonne chose. Les principes de base, eux, ne changent pas. L'Iran ne doit jamais avoir l'arme nucléaire. Et pour y parvenir, il va falloir traiter la question de l'enrichissement. Il va falloir aussi aborder le sujet de l'uranium hautement enrichi. À cela s'ajoute, bien sûr, la question du détroit. L'Iran essaie de mettre en place un système de péage. C'est impossible. Si cela devait se produire dans le détroit d'Ormuz, ça se reproduirait dans 5 autres endroits du monde. Pourquoi les autres pays diraient-ils alors, « Eh bien, nous aussi, on veut faire la même chose ». Alors, comment peut-on dire, de façon crédible, qu'on fait des progrès, pas énormes, certes, mais que dans le même temps, les éléments fondamentaux du côté américain n'ont pas changé, ceux du côté iranien non plus, et qu'il reste impossible à concilier dans leur forme actuelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, vous voyez exactement ce que je veux dire quand je parle de toute cette manipulation. Il a dit qu'il y avait des discussions, un peu de progrès, mais non, il n'y a pas de vraie discussion. Ce sont des documents soigneusement rédigés qui s'échangent entre les deux camps. Ce n'est pas un dialogue, un va-et-vient où on se dit « prenons un peu de ceci, un peu de cela ». Les Iraniens se sont déjà fait avoir avec ce genre de méthode. Alors ils n'acceptent plus ce type d'approche, du genre « peut-être qu'on peut lever les sanctions petit à petit ». Ah oui, ils ont déjà entendu ça des dizaines de fois. Et est-ce que les sanctions ont été levées progressivement? Non, ils n'y croient pas. Donc l'impasse est exactement là où vous le dites. Vous avez raison. Ils ont maintenant mis en place une autorité pour le détroit d'Ormuz. Elle fonctionne, elle a même un site internet. Il faut remplir quelques formulaires, les envoyer, et ensuite on peut passer entre Oman et l'Iran. Si vous n'aimez pas le mot péage, eh bien les Iraniens disent que c'est une taxe environnementale et une taxe de sécurité, puisque le mot vous dérange.
Mais je ne comprends pas pourquoi Rubio a fait tout un scandale en disant « Oh, des péages, non, impossible ». Qu'est-ce que vous croyez que les gens paient quand ils traversent le canal de Suez pour entrer dans la mer Rouge? Ils payent bien un péage, non? Et le canal de Panama? On paye aussi un péage pour passer par là. Et sur l'autoroute, vous ne payez pas de péage? Moi ici, j'en paye à chaque fois que je prends l'autoroute. Donc vous voyez, ce sont des choses tout à fait normales dans la vie. Eh bien, ça semble avoir toujours été comme ça. Ou en tout cas, c'est le cas maintenant. Avant, ça ne l'était pas, et ça ne l'aurait jamais été si nous n'avions pas déclenché cette guerre. Je pense que c'est parfaitement clair pour la plupart des gens, mais pas pour tout le monde. Il y en a encore qui espèrent un autre résultat. Et ma question pour vous, avant qu'on passe à un autre sujet, c'est jusqu'où ça peut aller? Tant qu'on continue à parler de choses qui ne relèvent même pas de la réalité, et que l'Iran continue de dire « voici la réalité, que ça vous plaise ou non, je vais continuer sur cette voie, jusqu'où ça peut aller ». Et laissez-moi juste vous montrer quelque chose rapidement. Ici aux États-Unis, on a des figures comme Mark Levin, là en haut à gauche, qui est un fervent partisan. Et on peut voir dans son message d'hier soir qu'il dit clairement qu'il est temps de détruire le régime iranien. En gros, il dit « oubliez les politesses, détruisez-les, laissez tomber tout le reste et faites-le. Le temps presse ». Pendant ce temps, de l'autre côté, ce matin même, une source iranienne affirme que tout tourne autour d'une période de confiance de 30 jours que l'Iran voudrait avant que quoi que ce soit ne se fasse, ce qui, en réalité, n'arrivera pas. On semble donc complètement dans une impasse. Alors, où cela peut-il aller à court terme? Eh bien, c'est justement pour ça que, du point de vue iranien, Trump représente une opportunité pour toutes sortes de raisons. D'abord à cause de la crise israélienne actuelle. Et oui, Israël traverse vraiment une forme de crise. Les gros titres dans la presse hébraïque sont très clairs. Netanyahou a besoin d'une grande guerre. On le lit même dans la presse anglophone. Tout le monde en Israël comprend que Netanyahou est en pleine crise. Son gouvernement pourrait s'effondrer à cause d'un projet de loi sur la conscription. Il s'affaiblit. Il y a toutes sortes de rumeurs à ce sujet. Il pourrait même exploser avant les élections, ce qui voudrait dire que les élections arriveraient plus tôt. Ça peut éclater à tout moment. L'armée dit à Netanyahou que les forces de défense israéliennes, les FDI, sont en train de s'effondrer. Elles ne peuvent plus continuer. Elles sont simplement à bout. Le moral est mauvais. Discipline se délite. Les troupes pillent, tuent, commettent des actes criminels et l'armée perd le contrôle de la situation. Tout ça conduit à une crise très grave. Ça, c'est un premier niveau. L'autre, bien sûr, c'est Trump. Son ego, toute sa carrière repose sur l'image du gagnant, pas du perdant. Donc parvenir à un accord qui ne soit pas nettement meilleur que le JCPOA, celui négocié par son rival Obama qu'il méprise, c'est inacceptable pour lui. La seule alternative, en réalité, c'est d'aller vers un conflit total. Parce qu'un petit conflit, il cherche un petit conflit depuis le Venezuela, en se disant qu'on pourrait faire un Venezuela Express en Iran. Mais son équipe et le Pentagone lui ont répondu « Non, ça ne marchera pas. C'est pas le Venezuela. C'est l'Iran. » Ça n'arrivera pas. Donc soit il se lance dans une grande guerre, soit il doit faire quelque chose que, psychologiquement, je ne pense pas qu'il soit capable de faire, céder aux exigences fondamentales de l'Iran. Et là, on pourrait passer à d'autres sujets. Mais tant qu'il n'en est pas là, je ne pense pas que ce soit possible. Les Iraniens, et là je veux juste clarifier un point, parce que cette confusion revient sans arrêt, je la vois encore dans la presse traditionnelle. La décision selon laquelle l'Iran ne renoncera pas à son uranium enrichi, les 430 kilos d'uranium enrichi à 60%,
et ne les remettra à personne, pas même à la Russie, qui ne seront pas exportés à l'étranger. C'est un ordre du guide suprême, Mojtaba. Et je le souligne parce que les gens continuent d'en parler. Je vois encore aujourd'hui des titres dans la presse. Ah, vous savez, Pezeshkian a dit ceci ou cela. Pezeshkian n'est pas dans la même position qu'un président iranien, et un président iranien n'est pas dans la même position qu'un président américain. En Iran, le commandant en chef de toutes les forces militaires et de sécurité, c'est le guide suprême. Et cela passe par le Conseil suprême de sécurité nationale. Le président, lui, est responsable des affaires intérieures, pas de la politique étrangère ni de la politique de défense. Bien sûr, il siège au Conseil suprême de sécurité nationale, mais il n'en est qu'un membre parmi d'autres, ou plutôt, son gouvernement n'est qu'une partie du forum, qui comprend aussi les gardiens de la Révolution. Donc, la personne qui gère la guerre et prend les décisions de négociation, en coordination avec le guide suprême, c'est un général des gardiens de la Révolution, Kalibaf, un membre respecté et vénéré de ce corps. Il a été maire de Téhéran, un maire populaire, et aussi candidat à la présidence. Donc il a du poids, il a une vraie légitimité. C'est lui le principal négociateur. Mais les décisions finales, quand Mojtaba a donné l'ordre que ça ne sortirait pas du pays, eh bien c'est terminé. Rien ne sortira tant qu'il n'aura pas changé d'avis. Et ça, c'est très peu probable. Alors, vous savez, tout ce discours sur le fait que, peut-être, des médiateurs pourraient faire évoluer la position de l'Iran, le convaincre d'abandonner cette idée comme un geste de bonne volonté envers Trump, pour lui offrir une porte de sortie, franchement, ça n'arrivera pas, vu la décision prise. Parce que c'est lui, l'autorité absolue sur les politiques militaires et de sécurité de l'Iran. Vous savez, je voudrais passer à un autre point, parce que là, on semble être dans une impasse. Et ce que je vais vous montrer maintenant va expliquer pourquoi il est encore moins probable qu'on trouve une solution, même si c'est déjà extrêmement difficile. Parce que le président Trump lui-même fixe des objectifs pratiquement impossibles à atteindre. Voici l'extrait. En fait, ça va nous amener à la deuxième partie de notre discussion sur les armes nucléaires. Là, il parle dans le contexte de la situation iranienne. Mais la théorie, l'idée même de ce qui les rend si effrayantes, ou de ce qui devrait les rendre effrayantes, même si personnellement je ne pense pas que ce soit vraiment le cas, c'est ce qui se passerait si elles tombaient sur une ville américaine. Je ne fais pas ça pour des raisons politiques. Écoutez, tout le monde me dit que c'est impopulaire. Mais moi, je pense que c'est au contraire très populaire. Quand les gens entendent que ça concerne les armes nucléaires, des armes capables de raser Los Angeles ou d'autres grandes villes en un instant, quand ils entendent ça, vous savez, quand on leur explique. Eh bien, je vais vous dire, quand on prend le temps d'expliquer aux gens, moi, je n'ai pas vraiment le temps de le faire. Je suis trop occupé à faire avancer les choses. Mais quand ils comprennent, honnêtement, je pense que c'est très populaire. D'abord, ce qu'il dit n'a aucun sens. Ce n'est même pas une phrase cohérente, il s'interrompt sans arrêt. Mais ce qu'il essaie de dire, en gros, c'est « Regardez, parce que l'Iran pourrait bombarder Los Angeles ou faire un truc complètement fou du genre, il faut en avoir peur. » Et donc, selon lui, c'est pour ça qu'il faut s'occuper de cette situation ici. Mais vous avez écrit un article dans votre Conflict Forum intitulé « Paradoxalement, la peur est le fondement de la stabilité. La dissuasion fonctionne. » Et vous y dites que le problème de fond, lui, n'a pas changé depuis un demi-siècle. La stabilité stratégique repose, au bout du compte, sur une dissuasion nucléaire crédible, un arsenal suffisant et la volonté clairement démontrée de s'en servir si c'est nécessaire.
L'intimidation, aussi inconfortable que cela puisse paraître, reste le fondement de la paix entre puissances nucléaires. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet article? Ensuite, on va entrer un peu dans les détails. J'ai une question qui me vient. J'ai l'impression que le monde en général, et surtout les États-Unis, ont perdu la peur de l'arme nucléaire depuis ce qui s'est passé en 1945. À l'époque, cette peur dominait vraiment les esprits des responsables politiques partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Et aujourd'hui, on dirait que c'est fini. C'est presque devenu un simple outil qu'on brandit pour dire « allons attaquer l'Iran ». Vous voyez ça comment? Eh bien, tout ça vient dans l'extrait que vous venez de montrer d'un article écrit par le professeur Sergueï Karaganov, qui est à la fois universitaire et une figure politique de longue date en Russie. Et si c'est si important, ce qu'il dit, c'est d'abord parce que le contenu de son texte a été largement rejeté en Occident, considéré comme marginal, comme quelque chose qu'il ne faudrait pas trop prendre au sérieux. Eh bien moi, je dis qu'il y a en réalité beaucoup de fond dans ce qu'il écrit. Et ensuite, c'est important parce que les idées exprimées dans cet article et que le professeur Karaganov répète dans d'innombrables interviews à la télévision et ailleurs, sont aujourd'hui au cœur de la politique russe. Ce n'est pas une idée marginale, c'est devenu une opinion dominante. C'est pour ça qu'il faut prendre cette proposition très au sérieux. Et si je dis ça, c'est parce que j'en ai parlé directement avec le professeur Karaganov. J'ai donc une idée du contexte, puisque ça vient d'une conversation que j'ai eue avec lui. Mais au fond, il s'agit de ce sentiment que vous venez d'évoquer, selon lequel la Russie avait, dans les années 50, une dissuasion nucléaire qu'elle avait mise en place au prix de grands efforts, parce qu'elle se trouvait en pleine guerre froide. Elle ressentait alors le besoin de se défendre et de créer une dissuasion qui soit réellement dissuasive, qui empêche toute attaque. Et c'était déjà comme ça dans les années 50. Puis bien sûr, après l'effondrement de l'Union soviétique, une grande partie de tout ça a disparu. La Russie était évidemment beaucoup plus faible, mais la dissuasion s'est relâchée. Et ce que Karaganov répète souvent, c'est que le vrai problème, c'est que les gens ne prennent plus la dissuasion au sérieux. Parce que bien sûr, la Russie reste une grande puissance nucléaire. Elle vient d'en faire la démonstration récemment, une démonstration massive de ses forces nucléaires. Donc oui, c'est bien une puissance nucléaire. Mais vous en avez sans doute déjà entendu parler, comme moi. Vous savez, si je dis « Eh bien, attention, si vous allez trop loin, il pourrait y avoir une réaction de la Russie », on me répond « Oh non, Alistair, bien sûr que non. Les Russes n'oseraient jamais faire une chose pareille. » Non, non, c'est du bluff. Juste du bluff venu de Moscou. On ne prend pas ça au sérieux. C'est un refrain qu'on entend sans arrêt chez les néoconservateurs américains et européens depuis tout ce temps. C'est du bluff. Ils ne s'en serviront jamais. Alors, on continue à renforcer nos forces nucléaires et même à reparler de suprématie nucléaire parce que, soi-disant, la Russie ne passera jamais à l'acte. Ils sont trop prudents. Ils n'utiliseraient jamais une arme nucléaire. Et Karaganov m'a dit, et il l'a écrit dans ce rapport, « Tu sais que c'est quelque chose de très dangereux pour le monde. Entrer dans une situation où l'on pense que la Russie n'utilisera jamais ses forces nucléaires, quelles que soient les circonstances, même sous provocation, c'est risqué. Parce que dans ce cas, on n'en a plus peur. On se dit que tout ça, c'est du bluff, qu'on peut continuer à provoquer la Russie, à faire monter la tension contre elle, sans qu'il y ait de conséquences. Et ce qu'on a vu et qu'on voit très clairement aujourd'hui, c'est justement ça. C'est pour ça que c'est si important maintenant. On a vu les Européens, en particulier, resserrer la pression sur la Russie.
petit à petit, tous les quelques mois. D'abord, il y a eu des drones à l'intérieur ou à la frontière de la Russie, du côté de Belgorod ou dans cette région-là. Ensuite, on a vu des drones aller plus loin. Et maintenant, on en est au point où des drones atterrissent à Moscou en grand nombre, même s'ils ne causent pas vraiment beaucoup de dégâts. Mais ils sont là, et leur présence a un impact sur la population à Moscou comme à Saint-Pétersbourg. Bien sûr, on justifie tout ça en disant que c'est pour frapper les infrastructures énergétiques russes. Mais ce n'est pas vrai. Pas du tout. Il y a bien quelques dommages sur certaines raffineries, mais elles sont vite réparées. En réalité, c'est plus une provocation qu'une arme stratégique. Et on arrive à une limite où tout ça n'est plus acceptable et où ça risque de provoquer une réaction directe de la Russie. Parce que ces missiles ne se contentent pas de frapper au cœur de la Russie, ils traversent aussi l'espace aérien de l'OTAN, en passant par la Finlande, par les républiques baltes, par les États baltes, pour aller directement sur Saint-Pétersbourg, sur les raffineries là-bas. Comme ils peuvent voler presque entièrement dans l'espace de l'OTAN et n'en sortir qu'à proximité de Saint-Pétersbourg, ils utilisent cet espace et s'appuient sur l'article 5, celui qui garantit que la Russie n'attaquerait jamais un pays de l'OTAN, parce qu'elle n'oserait pas le faire, pour contourner les défenses aériennes russes et apparaître directement sur leur cible, à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. Et maintenant, ça avance étape par étape, et là ça devient vraiment trop. En même temps, on entend sans arrêt ce refrain venu d'Europe. La guerre, la guerre, la guerre. Préparez-vous à la guerre contre la Russie. Préparez-vous à la guerre, disent les dirigeants allemands. On pourrait avoir une guerre d'ici 2027. On pourrait avoir une guerre à tout moment avec la Russie. Pourtant, quand on regarde autour de nous, c'est évident. L'Europe n'a pas la capacité de faire la guerre à la Russie. Elle n'a pas l'argent pour financer une guerre contre la Russie. Elle n'a pas les troupes pour une guerre contre la Russie. Alors pourquoi disent-ils ça? Ils disent ça parce qu'ils espèrent provoquer, à travers l'Ukraine et si vous voulez, en utilisant ces États baltes. Leur but, c'est de pousser la Russie à agir contre des pays de l'OTAN. Et ensuite, ils comptent, ou du moins ils espèrent, que si cette administration devient impuissante ou quitte le pouvoir, ils pourront tout renverser. Ils pensent pouvoir ramener l'Amérique en Europe, parce que Trump, lui, a pris des mesures pour éloigner l'OTAN et les États-Unis de l'Europe. Là, ils se disent maintenant, on peut faire revenir l'Amérique. On peut faire revenir l'Amérique dans l'OTAN. C'est un point vraiment essentiel, parce que j'ai déjà entendu cet argument. Certains en Occident voudraient provoquer une frappe russe là-bas, en pensant que ça permettrait ensuite d'inverser la situation, comme vous l'avez dit. Mais juste avant, vous avez expliqué que l'OTAN, dans son ensemble, oublions le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les grandes puissances, n'a ni les troupes, ni la puissance aérienne, ni la capacité industrielle nécessaire. Alors pourquoi vouloir provoquer une telle réaction? Ils risqueraient de ne pas tenir assez longtemps pour que l'Amérique revienne se joindre à eux. Pourquoi prendrait-il un tel risque? Parce qu'ils essayent de le faire, si vous voulez, petit à petit, pour calmer un peu la réaction dissuasive de la Russie, jusqu'à ce qu'ils puissent ramener l'Amérique à se joindre à eux. Vous savez, après tout ça a été clairement annoncé. C'est la politique de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. Le roi Charles est allé au Congrès, et vous vous souvenez de ce qu'il a dit là-bas. L'Amérique doit s'unir à l'Europe pour se préparer à une guerre contre la Russie. Quoi? Dans l'intérêt de qui serait-il la Russie?
Mais malgré tout, il parlait au nom de sa politique, enfin aussi de la politique du gouvernement, et de celle de ces 3 pays européens qui veulent, en gros, entraîner l'Amérique dans une nouvelle guerre contre la Russie. C'est en tout cas comme ça que la Russie le perçoit. Je le sais parce que je l'ai entendu. Ils disent, enfin ils croient que... Alistair, tu dis que l'Occident est incapable de faire la guerre à la Russie. Mais à chaque instant, chaque jour, on les entend parler de guerre. Maintenant, ils parlent d'une sorte d'arc balte dans lequel la Russie serait impliquée. Ils essayent d'y mêler des pétroliers et d'autres éléments. Et c'est un engrenage, un cran après l'autre, encore un cran, puis un autre. Jusqu'au moment où ils espèrent, si vous voulez, pouvoir entraîner une nouvelle administration à Washington, ou d'autres, à se joindre à l'Europe dans une guerre. Vous allez me dire, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que ça se produirait? Eh bien, ça dure depuis 200 ans. Voilà pourquoi. Quand on regarde la détermination de certaines forces en Europe, des forces financières, des forces de l'État profond, on voit qu'elles planifient cela depuis longtemps. Elles ont financé, si vous voulez, la guerre du Japon contre la Russie en 1905, qui a affaibli le tsar. Elles ont financé la révolution bolchevique. Et plus tard, elles ont financé, si vous voulez, la quasi-prise de contrôle de la Russie dans les années 90 par les garçons de Harvard et leurs ressources. Toutes ces choses durent depuis longtemps. La Russie est très consciente de cette hostilité profonde, ancienne, et de ce désir de l'affaiblir, voire de la détruire. Qu'on dise que c'est exagéré, mal placé ou autre, peu importe. C'est ainsi que la Russie perçoit la situation. C'est une question de psychologie. Et c'est ce qui inquiétait le professeur Karaganov, parce qu'il disait « Si nos armes nucléaires ne leur font plus peur, alors ils continueront à monter la pression, encore et encore, jusqu'à la guerre. Donc il faut rétablir un certain degré de crainte. » C'est pour ça qu'il y a ce paradoxe ou cet oxymore, comme je l'ai appelé. La peur nucléaire peut en réalité devenir une source de stabilité, surtout à une époque où le contrôle des armements a pratiquement disparu. Tout ça, on parle de contrôle des armements, mais ça n'a plus vraiment de sens. Je veux dire, ça n'existe plus depuis longtemps, parce que ça ne convenait pas aux États-Unis de continuer dans cette voie. Ils voulaient mener une guerre conventionnelle à travers l'Ukraine contre la Russie. Et dans cette logique, les limitations du contrôle des armements restaient en place, même pendant qu'ils poursuivaient cet objectif. Prenons un exemple très clair. Vous vous souvenez de cette attaque en toile d'araignée contre les avions nucléaires stratégiques russes à Engels? Eh bien, ces appareils étaient là à cause du traité SALT. Ils sont censés garder leurs bombardiers stratégiques à découvert pour que les satellites américains puissent vérifier qu'ils sont toujours là et que rien n'a changé. Alors, ils étaient laissés à découvert, et c'est sur cette base que l'attaque a été lancée. Elle a échoué, ça n'a pas marché, ça a mal tourné. Mais ils avaient fait entrer en Russie tous ces conteneurs et ces camions équipés de toits coulissants pour que les missiles puissent être tirés directement depuis les véhicules et frapper la force nucléaire stratégique de la Russie. Pourquoi les États-Unis ont-ils pensé que c'était une bonne idée? Parce qu'évidemment, ça ne se serait pas produit sans le soutien des États-Unis. Pourquoi ont-ils jugé bon d'attaquer la puissance nucléaire stratégique du pays? Et pourquoi auraient-ils frappé à Voronezh, si vous voulez, avec leurs missiles Attack-MS, alors que c'est justement là que la Russie a ses radars trans-horizon, à Voronezh? Ce sont des radars dits au-delà de l'horizon, conçus pour la guerre intercontinentale. Ils n'ont absolument rien à voir avec l'Ukraine. Ce sont des radars d'alerte précoce, destinés à détecter un échange nucléaire entre les États-Unis et la Russie.
Alors pourquoi les attaquer? Pourquoi viser les bombardiers stratégiques nucléaires? On peut dire, bon, c'est pas si grave, il faut pas en faire tout un drame. Mais si vous êtes en Russie, à Moscou, et que vous comprenez la portée de tout ça, vous allez vous demander, est-ce que les Américains se préparent à cette idée? Est-ce qu'ils s'en rapprochent? D'autant plus qu'un responsable américain a déjà déclaré publiquement qu'il pense que les États-Unis peuvent gagner un échange nucléaire avec la Russie. Et puis, il y a eu cette attaque contre Valdai, le complexe de Valdai. C'est, si on veut, un centre de commandement, un bunker souterrain de contrôle, où se trouve aussi la résidence de Poutine. Mais c'est surtout le centre de commandement des forces nucléaires en cas d'échange avec un autre adversaire. Vous savez, j'aimerais que vous reveniez là-dessus, parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure que je trouve vraiment essentiel à comprendre. On se dit que la Russie ne ferait jamais ça, parce qu'il y a l'article 5, 32 pays de l'OTAN contre une seule Russie. Ils ne survivraient jamais à ça, donc ils ne le feront pas. Alors on se dit qu'on peut agir ensemble, sans risque. Mais j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre la mentalité russe, telle que l'a décrite le professeur Karaganov, que vous avez mentionné. Parce qu'il a dit quelque chose de très intéressant que j'ai trouvé fascinant en lisant votre article. C'est ce que vous avez cité de ce qu'il a écrit. L'usage de l'arme nucléaire est un grand péché, mais le refus de fait de s'en servir serait lui un péché impardonnable, mortel et criminel, parce qu'il ouvrirait la voie à l'expansion et à l'escalade de la guerre mondiale déclenchée par l'Occident. Si rien ne l'arrête, cela mènera très certainement à la destruction de l'humanité, y compris de notre propre pays. La question de Vladimir Poutine, et quel est le sens d'un monde sans la Russie, reste d'actualité. Alors, quand il dit que l'usage de l'arme nucléaire est un péché, mais que ne pas l'utiliser en serait un plus grand encore, dans quelle mesure, selon vous, cela influence-t-il la pensée de Poutine? Et à quel point cette idée est-elle répandue en Russie? Eh bien d'abord, ce qu'il a dit aussi, et c'est important de le comprendre, parce que ça concerne directement l'Europe, c'est qu'il faut tirer la leçon de l'Iran. Comment les Iraniens ont utilisé des armes conventionnelles, des missiles, soigneusement choisis pour frapper des cibles vulnérables des États-Unis, d'Israël et des pays du Golfe. Et ça les a forcés à reculer. Ça a provoqué un repli. Donc ce qui veut dire, c'est que la première couche doit être conventionnelle. Il dit qu'il faut développer toute une gamme de capacités de missiles pour l'avenir. Tout cela pour renforcer la puissance conventionnelle. Mais derrière tout ça, il doit toujours y avoir une forme de puissance réelle. En dernier recours, si rien d'autre ne fonctionne, il reste le nucléaire. L'usage nucléaire, c'est vraiment l'ultime solution. Mais écarter cette possibilité ou laisser cette dissuasion s'affaiblir, tomber en désuétude, c'est dangereux. Et moi, je pense aussi qu'en réalité, c'est dans l'intérêt de l'Europe que la Russie dispose d'une force de dissuasion. Parce que sinon, petit à petit, pas à pas, on risque de se retrouver dans une grande guerre avec la Russie à cause de toutes ces petites étapes que l'Europe franchit à chaque fois. Vous savez, d'abord, il y a eu les drones, ensuite les camps d'attaque. Ils voulaient utiliser des missiles Tomahawk, et maintenant, ils utilisent des drones massifs, fabriqués en Grande-Bretagne, fabriqués en France. Les drones eux-mêmes sont assemblés en Ukraine, mais ils viennent du Royaume-Uni. Ce sont des drones britanniques, si vous voulez. Alors, qui est derrière ce plan? C'est pour ça que je dis qu'il faut revenir aux décideurs. Qui est derrière cette stratégie d'escalade, cette idée d'utiliser les pays baltes et la Finlande? Vous savez, les pays baltes, dans tout ça, c'est secondaire. La vraie question que se pose la Russie, c'est qui sont les décideurs? Les décideurs, eux, sont en Allemagne,
en Grande-Bretagne et en France. Ce sont eux qui planifient cette lente escalade. Vous savez comment on appelle ça? C'est ce que les Russes pensent qui se passe, que nous essayons de faire bouillir la grenouille. Vous connaissez l'histoire. On met la grenouille dans de l'eau froide, puis on augmente la température petit à petit, degré par degré, et à la fin, la grenouille meurt. Eh bien, ils pensent que ce qui se passe, c'est une sorte d'exercice de faire bouillir la grenouille, une escalade progressive, par petites étapes. Et moi, je pense que si ça continue, c'est juste mon avis personnel, mais si ça continue, il y aura une réaction contre les décideurs qui sont derrière tout ça. Je veux dire, on sait très bien que ce n'est pas une surprise. Ils l'ont déjà dit. Et on ne sait pas, enfin, pas exactement d'où. Je ne sais pas d'où les missiles ont été tirés. Mais Naryshkin a déclaré que les Ukrainiens se trouvaient en Lettonie avec ces drones. Je n'en sais rien. Naryshkin est le chef des services de renseignement, donc il a sans doute des informations assez solides. Mais même si ce n'est pas le cas, c'est pas tellement ce qui se passe dans les pays baltes qui compte. Je veux dire, il y a, vous savez, des menaces envers l'Ukraine, d'aller vers la péninsule de Kaliningrad ou quelque chose comme ça. Ils doivent, selon leur point de vue, envoyer un message clair et douloureux aux décideurs. Ces décideurs sont en grande partie en Europe. C'est une dynamique européenne, ce mouvement vers la guerre avec la Russie. Mais, comme on l'a déjà entendu à propos de la guerre contre l'Iran, la vraie question c'est pourquoi ce serait dans l'intérêt de l'Europe d'entrer en guerre avec la Russie? Pourquoi faire? En quoi ce serait dans son intérêt? Eh bien, ça fait longtemps que c'est le cas. La guerre que l'Europe mène contre la Russie, ça ne date pas d'hier. Depuis Napoléon, depuis l'Allemagne, la Grande-Bretagne était la seule à ne pas y participer. Mais la Russie a eu pratiquement toute l'Europe contre elle pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez, ils n'ont pas l'intention de se laisser piéger. Alors ils cherchent des moyens classiques, comme l'ont fait les Iraniens, pour envoyer un message très clair. Dans ce cas-là, c'est un message adressé à Washington. Écoutez, reculez parce que sinon nous allons faire monter la tension et ce sera extrêmement dommageable pour nos économies, pour les vôtres et pour l'économie mondiale. Et si vous n'entendez pas ce message, alors reculez. Retirez-vous de cet exercice en Iran et mettez fin à cette tentative d'escalade progressive vers quelque chose de bien plus grave à travers l'Europe. Laissez-moi vous poser une petite question de suivi sur ce que vous venez de dire. Parce que, enfin, je comprends ce que vous expliquez sur le pourquoi. Mais la question évidente que n'importe quelle personne normale se poserait, c'est pourquoi l'Occident, l'Europe, les États-Unis voudraient-ils faire ce genre de stratégie du faire bouillir la grenouille pour se rapprocher d'un conflit avec la Russie? Alors que la Russie, clairement, ne représente pas une menace conventionnelle d'attaque contre l'Ouest de sa propre initiative. Donc il n'y a rien à dissuader ou à contenir de leur côté. Mais comme vous l'avez souligné, vous avez évoqué Napoléon, Hitler et d'autres. Il semble qu'il y ait ce désir ancien, presque récurrent. Et aujourd'hui, alors qu'on a connu la Première et la Seconde Guerre mondiale avec leur destruction massive, et qu'avec la puissance destructrice actuelle, une troisième tentative serait infiniment plus meurtrière pour l'Europe. Qu'est-ce qui pousse, aujourd'hui, certains à vouloir encore jouer avec cette idée de la grenouille qu'on fait bouillir lentement? Eh bien parce que, enfin, vous savez, votre question est très complexe. Mais en réalité, tout ça remonte à des événements du passé. On appelait ça la zone de résidence, et ça a provoqué une énorme émigration. D'abord, ça a entraîné une radicalisation de la population qui vivait dans ces zones, principalement en Pologne. Il y a donc eu une vraie radicalisation dans la zone de résidence. Et beaucoup de ces gens sont partis en Amérique.
Mais beaucoup aussi sont allés en Palestine, en Israël, et d'autres sont venus en Europe. Ces personnes faisaient partie d'une génération de jeunes qui étaient radicalisés, vraiment radicalisés, contre le tsar et contre le gouvernement en Russie. À partir des années 1860, vous savez, la jeune génération s'est rebellée contre ses parents, en quelque sorte. Elle est devenue trotskiste, bolchevique, et certains lançaient, vous voyez, des bombes artisanales dans des cafés en Russie. Puis Staline est arrivé, et il a réprimé tout ça, si on peut dire, en envoyant des gens dans les camps de Sibérie. Il y a une immense colère, un profond ressentiment à cause de ce qu'ils appelaient des pogroms. Et des pogroms d'avant aussi. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais beaucoup d'entre eux n'étaient pas, vous savez, les pogroms qui ont eu lieu ou allaient avoir lieu en Ukraine. Beaucoup, en réalité, avaient été commis par des Grecs qui supportaient mal la concurrence et les tensions économiques dans ces régions. Il y a donc une sorte d'histoire profonde, un vieux désir de revanche pour ce qui s'est passé pendant la période stalinienne et après la révolution bolchevique. C'est quelque chose de très ancien. L'Europe a financé la révolution bolchevique. Les banques européennes l'ont financée. Elles ont aussi financé la guerre contre la Russie, la guerre avec le Japon qui a vaincu la Russie. Elles ont financé, si l'on veut, la guerre ukrainienne contre la Russie. Et au fond, tout ça, c'est très présent dans l'esprit de beaucoup de Russes. Ils le voient, ils le comprennent. C'est pas forcément notre manière à nous de voir le monde, et on se demande, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre au sérieux? Eh bien, je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. J'ai toujours eu le sentiment, vous savez, que la chose la plus importante en géopolitique, et que j'essaye moi-même de mettre en pratique, c'est de se mettre à la place de l'autre. De voir le monde non pas seulement depuis sa propre vision, non pas de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Et le grand changement, celui qui peut vraiment transformer la compréhension politique et géopolitique, c'est quand, tout à coup, on réalise que l'intérieur a un extérieur, et que cet extérieur offre une autre perspective, et qu'il faut comprendre cela si l'on veut trouver une solution à cette contradiction apparente entre des opinions et des points de vue qui, en réalité, sont des facettes totalement opposées. Et tant qu'on n'y arrivera pas, eh bien on aura toutes sortes de problèmes. Parce qu'on vit dans cette, je ne sais pas trop pour l'Europe, mais aux États-Unis en tout cas, on vit dans une réalité où on programme simplement ce que pense l'autre camp. Ensuite, on met ses lunettes et on ne voit même plus ce qui se passe vraiment. Et ça a des conséquences assez graves. Donc voilà, et les conséquences pourraient être très graves. Si on ignore ce qui se passe, vous savez, vous m'avez demandé si l'article de Karaganov était sérieux. Oui, je veux vous dire que oui. Au début, quand il a commencé à parler de ces questions nucléaires, on le considérait un peu comme marginal. Aujourd'hui, c'est devenu central. C'est la ligne de pensée dominante. C'est pour ça que les Russes viennent d'organiser un grand exercice nucléaire. C'est une première étape, un examen d'envergure. C'était une démonstration massive de puissance nucléaire. Certains diront « Oh, c'était sans doute prévu depuis un an ». Non, ça a été mis en scène de façon très appuyée pour dire à l'Occident « N'oubliez pas, nous sommes une puissance nucléaire ». Et si vous pensez pouvoir simplement ignorer cela, en continuant petit à petit à nous disséquer, à nous affaiblir, en utilisant l'Ukraine comme un bélier pour détruire la Russie, eh bien, c'est exactement le message auquel ils répondent. Ce que ça veut dire, c'est que l'Europe se sert de l'Ukraine pour empêcher un accord. C'était tellement évident à cette époque, quand Witkoff et Kushner faisaient des allers-retours.
À chaque fois, les Européens convoquaient une réunion. Ils faisaient venir Zelensky et disaient « Non, 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 on ne peut pas accepter ça. Pas du tout. Il faut que ça continue. Il ne peut rien y avoir, aucun accord, seulement un cessez-le-feu unilatéral. » C'est la seule chose qu'ils jugeaient acceptable, et ça n'a rien résolu. Le problème de fond en Ukraine reste le même, c'est la sécurité de la Russie. Elle veut savoir où s'arrête l'OTAN, quelle est sa limite, jusqu'où l'OTAN s'étend. Et de l'autre côté, c'est la Russie, la frontière asiatique de la Chine. Il faut qu'on se comprenne un peu. Vous savez, l'OTAN continue sans arrêt, elle s'étend, elle change de position. Et les Russes disent en gros, il faut qu'on tienne bon, qu'on ait une discussion sérieuse. Le dernier point de Karaganov, au fond, est très simple. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en reparle, ce qu'on ne fait plus depuis un bon moment. Il faut qu'on discute de la façon dont chaque camp voit la question nucléaire et celle des armes conventionnelles. Ça ne débouchera peut-être pas sur un traité, mais il faut quand même que ce soit encadré. Il faut quelqu'un, peut-être une personne qui ait du poids, une vraie légitimité dans sa société, qui puisse venir dire « Voilà comment on doit se comprendre ». Essayons d'avoir une forme d'entente. Gary, est-ce que tu peux remettre le titre précédent à l'écran? Celui qui disait que Poutine n'utiliserait l'arme nucléaire qu'en dernier recours. Pour moi, c'est plus important qu'il n'y paraît à première vue. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Je sais qu'on arrive presque à la fin, mais regardons bien ce que dit ce titre, vu avec des yeux occidentaux. Poutine dit qu'il n'utilisera pas l'arme nucléaire, que ce serait un dernier recours. Donc, quand on entend ça, on se dit, bon, à moins qu'on les attaque en premier, ils ne vont pas utiliser l'arme nucléaire. Donc pas de quoi s'inquiéter, ce genre de raisonnement. Mais tout dépend de ce qu'on entend par dernier recours. Tu disais tout à l'heure qu'il faut se mettre à la place de l'autre camp, penser comme eux. Nous, on pense comme nous. Voici Karaganov. Moi, j'ai l'impression, et dis-moi si tu penses que je me trompe, qu'il place cette idée de dernier recours dans un tout autre contexte. Le voilà avec Glenn Deason. Nous avons retrouvé notre âme et notre honneur. Nous avons recommencé à valoriser les personnes qui comptent vraiment dans notre société. Les élites méritocratiques, les chercheurs, les médecins, les officiers. Le pays devient plus sain. Mais pour cela, nous payons un prix bien trop lourd en vies humaines. Alors, mon conseil à mon gouvernement, c'est qu'il faut mettre fin à cette guerre, au moins en Europe, en montant d'un cran dans l'escalade. D'abord, frapper avec des armes conventionnelles, des cibles symboliques ou logistiques sur le sol européen. Nous n'avons besoin d'aucun morceau de l'Europe, vous le comprenez bien. Et ensuite, s'ils ne cèdent pas, il faudrait envisager des frappes nucléaires, relativement limitées bien sûr, accompagnées d'une sorte d'ultimatum. S'ils ne cèdent toujours pas, alors certains pays d'Europe devraient disparaître. Alors, est-ce que Poutine pense vraiment ça ou pas? Je n'en sais rien. Mais quand il parle de dernier recours, ça veut dire qu'ils utiliseraient des armes conventionnelles contre ces cibles, à cause de tout ce qui s'est passé ces 4 dernières années et plus. Donc, quand il dit dernier recours, ça semble différent de ce que les Américains ont en tête. Vous, comment vous comprenez ce contexte? Je veux dire, il le présente dans le contexte où il faut tirer les leçons de l'Iran. L'Iran n'a pas utilisé forcément les armes conventionnelles les plus puissantes, mais des armes conventionnelles pour envoyer un message très clair, frapper un point vulnérable, sans tout détruire, pour dire clairement « reculer ». Et dans l'ensemble, l'Occident a reculé. Et là, Karaganov dit à peu près la même chose. Il dit « Regardez, on a essayé par la parole, on a publié déclaration sur déclaration en disant qu'on n'accepterait pas ça. » Et les gens répondent « Oh, c'est du bluff, on n'y prête pas attention, on n'y prêtera pas attention, on va juste continuer à avancer. »
Et il dit que si on ne s'arrête pas, si on ne comprend pas qu'il y a des limites, qu'il y a des frontières qu'on ne peut pas franchir, eh bien, si ces frontières sont franchies, d'abord, nous enverrons un message clair avec une arme conventionnelle. Si ça continue et que personne n'y prête attention, alors nous pourrions utiliser une arme tactique pour rappeler qu'en dernier recours, nous sommes une puissance nucléaire. Je ne cherche pas à défendre la position russe. Je précise bien que je parle ici du point de vue européen, parce que selon moi, l'Europe n'a aucun intérêt à s'engager sur cette voie. Elle devrait plutôt chercher à définir clairement où se situent les limites de la sécurité, où sont, en réalité, les limites de l'action de l'OTAN. Où sont les limites que la Chine, la Russie et l'Iran peuvent prétendre atteindre? Sans cela, tout devient chaotique, ingérable, et ça peut très vite se dégrader. Nous n'avons aucun intérêt à pousser les choses jusqu'à l'extrême. Alors Karaganov, clairement, et je le dis, j'en ai parlé avec lui, il crée une atmosphère psychologique, mais une atmosphère bien réelle. Il cherche à installer un climat psychologique. Il pense qu'il est essentiel que les Américains et les Européens comprennent que la dissuasion, c'est la dissuasion, et qu'elle doit vraiment dissuader. Si elle ne dissuade pas, c'est une perte de temps. Et donc, il essaye de souligner à quel point, pour la Russie, la puissance nucléaire est perçue comme un élément majeur de dissuasion. Et juste une dernière question. Selon vous, à quel point en est-on vraiment? Si Poutine, pas Karaganov, mais bien Poutine, disait « Très bien, la ligne rouge est franchie. L'Europe n'a manifestement aucune intention de changer quoi que ce soit à ce qu'elle fait depuis 4 ans et demi. Alors Poutine pourrait dire « D'accord, c'est fini, on va essayer la méthode Karaganov. Des missiles conventionnels sur différents sites en Europe. » D'après vous, à quel point sommes-nous proches d'un tel scénario? Assez proche, oui, assez proche, si cette escalade continue. Je veux dire, combien de missiles au juste? Vous savez, au départ, c'était l'Ukraine qui menaçait les célébrations de la victoire du 9 juin à Moscou avec une attaque massive. Ensuite, Poutine a parlé à Trump, et Trump a fait en sorte que ce soit annulé. Et puis on a eu une énorme attaque de drones sur Moscou, probablement celle qui était prévue pour le 9 juin, mais qui a finalement été reportée sur Moscou un peu plus tard. Je veux dire, voilà, oui, ça ne s'est pas produit le 9 juin. Ils ont simplement attendu quelques jours et l'ont fait après. Soit les Européens rappellent les Ukrainiens à l'ordre sur ce point et disent « Non, voici les règles, il faut gérer ça ». On ne peut pas simplement continuer à escalader encore et encore avec des drones. Et comme je le souligne, vous savez, ces drones sont des Storm Shadow. Ce sont en fait des missiles de croisière fabriqués en Europe. Ils peuvent être expédiés en caisse vers l'Ukraine, puis assemblés sur place. Mais au fond, ce sont des armes européennes utilisées directement contre la Russie. On ne peut pas contourner ce fait. Ce sont bien des armes européennes, fournies et soutenues pour frapper en profondeur sur le territoire russe. Combien de temps la Russie va-t-elle tolérer ça? Je ne pense pas qu'elle le fera indéfiniment. Jusqu'ici, elle a fait preuve d'une certaine patience. Et en tant qu'Européens, je pense que nous devrions respecter cette dissuasion. D'ailleurs, cette dissuasion nous sert aussi parce qu'on ne veut pas que la grenouille finisse par bouillir. En effet, c'est vrai, on ne pourrait pas mieux dire. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, Alistair, et d'avoir expliqué tout ça avec autant de franchise. Je rappelle simplement aux auditeurs d'aller lire l'article complet sur le site Conflict Forum. L'adresse s'affiche à l'écran, conflictforum.substack.com. Allez lire tout ce qu'on y publie, il y a sans cesse de nouveaux contenus. Merci encore, Alistair. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans l'émission.
Merci, merci de m'avoir invité. Et on vous remercie aussi, vraiment. Il y aura encore une petite émission aujourd'hui. Il y a quelque chose qui me trotte dans la tête, vous verrez ça sur le programme dans un instant. Jetez-y un œil, je reviendrai ensuite. On fera le briefing d'intelligence, demain d'ailleurs on maintient ça. Donc je ferai encore une émission ici, pendant mes vacances avec ma famille, samedi matin, pour le briefing d'intelligence. Sinon, on se retrouve lundi matin dans mon studio pour The Danielle Davis. À très vite. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor, parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, j'aime pas ça. Alors montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et envoyez ça à quelqu'un que vous appréciez. Like, and send this to somebody you care about.